mais ils nous entendent pas. Hein. Ah, il est sourd là. T'as vu, regarde, juste... Arrête de te le mettre. regarde, on voit l'avenue de la Lec avec tous les arbres. Moi, à ma maison, tu vois là-bas, là. Mais je la vois pas. Hein. Depuis la nuit des temps, les plantes et les animaux, par leurs manifestations, par leur forme, par leur couleur et pour plein d'autres raisons, ont toujours alerté les hommes. Michel. Viens, Michel, on t'emmène au jardin de l'alchimiste. Les hommes sont toujours en quête de connaissances, ils veulent savoir. Ce qui fait que quelquefois, leurs interprétations débouchent sur des légendes, sur des histoires extraordinaires. C'est pour parler de tout cela que j'ai donné rendez-vous à Alison et à Clémence, ici, en Provence, au beau milieu des Alpilles. Attrape-moi. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Bereshit? Je sais pas. Quel est ce mot mystérieux? Bereshit. Bereshit, ah oui, ça vaut la peine que je l'explique parce que c'est un beau mot, c'est le premier mot de la Bible. Et il veut dire « au commencement ». Alors, bien sûr, c'est le commencement du jardin, mais c'est surtout parce que c'est un mot qui a été très étudié par la Kabbale. La Kabbale, c'est une science très compliquée, mais très intéressante, qui tente d'expliquer la Bible en hébreu. La Kabbale est l'ancêtre de l'alchimie. L'alchimie découle de la Kabbale. On va entrer dans un jardin un petit peu bizarre, le jardin de l'alchimiste, et qui demande une petite explication. Ce qu'on a voulu faire avec ce jardin, c'est évoquer, avec un langage, celui du jardin, le parcours des alchimistes dans leur recherche de la pierre philosophale. C'était quelque chose qui devait leur permettre de transformer le plomb en or. Donc ils partaient du plomb et ils suivaient toujours la même méthode. Cette méthode, elle passait par 3 étapes qu'on appelait les 3 œuvres. L'œuvre au noir d'abord, ensuite on passait dans l'œuvre au blanc et enfin l'œuvre au rouge qui était le temps de la découverte. Alors maintenant que je vous ai bien fait attendre, on va entrer dans l'œuvre au noir. L'œuvre au noir représentait le commencement de la vie, la naissance, le commencement du développement physique et intellectuel du bébé. Mais ce qui est très intéressant dans l'alchimie, c'est que non seulement c'était la recherche matérielle de l'or, mais c'était aussi une recherche spirituelle. Et la recherche de ces gens-là, c'était la recherche du sens de la vie. C'est quoi cette fleur? Eh bien voilà, vous êtes tombé dans le piège, c'est pas des fleurs, c'est des feuilles. Et vous voyez, plus elles sont au soleil, plus elles deviennent noires. Mais je sais depuis pas longtemps que cette plante fleurit. Et alors la fleur n'a aucun rapport avec les feuilles, c'est une fleur jaune. C'est une plante qui s'appelle un aéonium et qui est originaire des îles Canaries. C'est une plante de la famille des succulentes. Les cactus sont des succulentes. Il existe une plante comme celle-là, d'ailleurs, celle-ci me fait beaucoup penser à la joubarbe à plateau, ouais, que l'on trouve non pas sur l'île Canaries, mais tout près, sur l'île de Madère. Alors les feuilles de cette joubarbe-là à plateau ne sont pas noires, elles sont bien vertes, mais ça fait des plateaux énormes et qui viennent s'appliquer sur le basalte. Donc il n'y a quasiment pas de tige, on a l'impression que c'est collé sur le rocher et ça a donné naissance à une légende. Vous avez vu, là, les feuilles sont extrêmement brillantes et on dit là-bas que toutes ces joubarbes à plateau sont des yeux braqués vers la mer. Et ce sont des yeux qui observent. Et s'il y a un danger, eh bien, ces yeux se mettent à clignoter et ils envoient des éclats. Et ça alerte. Ben, c'est un peu ça. Hein. Joli. On est un peu témoin de ça ici. C'est beau, hein? Vous voyez, les plantes, leurs couleurs, leurs formes, eh bien, quand les hommes n'arrivent pas à les expliquer, ben, ils trouvent toujours une réponse qui leur convient. L'enfant un peu développé pouvait passer dans l'œuvre au blanc, qui était le temps de la formation intellectuelle et la vie affective. Il faut les lunettes de soleil. C'est beau. Combien de temps ça a mis pour pousser? Ça a mis, il y a 7 ans qu'on a planté les rosiers. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Fée des Neiges, cette rose-là. Et vous voyez, il y a du monde dedans. Hein. On entend les abeilles qui bourdonnent et qui font leur miel.
Alison, même dessous les feuilles, c'est blanc. Ah oui. Et puis l'homme complet pouvait pénétrer dans l'œuvre rouge, ou l'œuvre suprême, ou le grand œuvre. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que nous sommes ici dans l'œuvre rouge. Alors, l'œuvre rouge, qu'est-ce que c'était? C'était pour les alchimistes le temps de la découverte. À la fois de la découverte de la pierre philosophale, qui est symbolisée par le bassin. Là, vous voyez la figure qui est au milieu, là, des deux triangles qui se croisent. C'était le symbole de la pierre philosophale. L'étoile, c'est l'étoile de David. L'étoile de David, elle représentait aussi la royauté, le pouvoir, la puissance. Et elle est très bienvenue dans ce jardin, puisque ici, c'est le temps de l'âge adulte de l'homme et de celui qui a tout découvert. Mais pourquoi des roses? Pourquoi des roses? Parce que les roses, c'est une très belle fleur. En plus, c'est la fleur qui fleurit le plus pendant tout l'été. Et regarde le beau rouge, c'est magnifique. Et donc, on a choisi cette fleur parce qu'on a pensé que c'était un bon symbole de cette découverte du sens de la vie et de l'or. Et les Gaulois, quand ils partaient se bagarrer, quand ils partaient au combat, quelquefois se mettaient une couronne de roses rouges autour de la tête, pour montrer qu'ils n'avaient pas peur de mourir, ils n'avaient pas peur du trépas. Ça leur donnait de la force. Coucou Alison! Coucou Clémence. Dis Michel, on est encore dans le jardin de l'alchimiste là? Ah non, non, non. Là, on est dans le jardin des plantes magiques. Et vous savez qu'il y a un monde entre les alchimistes et puis les sorciers et les sorcières. Disons, les alchimistes, ce sont des gens qui sont à la recherche de la vérité. La vérité matérielle, la vérité spirituelle, philosophique. Ils ne l'atteignent pas, cette vérité, bien sûr, mais ils essaient de la trouver, de la dénicher quelque part. Alors que les sorciers et les sorcières, c'est quand même des gens qui font plus appel à l'imaginaire. Mais il existe encore les sorcières? Bien sûr qu'il en existe des sorcières, et je connais même quelqu'un, moi, qui peut en parler, il en connaît un bout. Celles qu'on voit de temps en temps arriver au musée, on les connaît et elles sont sympathiques. Ce ne sont plus les sorcières que l'on imagine à jeter des sorts, à tuer les enfants, à détruire les villages, à mettre le feu à une ferme. Ça n'existe plus. Et pourtant, les gens y ont cru pendant très très longtemps, et même encore récemment. On a des rapports de gendarmerie qui ont que quelques années dans le coin ici, où on parle de chèvres empoisonnées, où un sorcier ou une sorcière aurait recommandé aux rats de jeter ce fameux poison dans la nourriture des chèvres. Mais donc, ça veut dire que dans l'esprit des gens, elles sont toujours présentes ou présents. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de sorciers quand il y a de la magie ou des histoires un petit peu pas claires dans l'air que de sorcières. Et pourtant, ces sorcières, je crois qu'elles ont fait plus de bien que de mal dans l'histoire, puisque ce sont des guérisseuses. Et ce qu'elles ont fait, ça ne plaisait pas forcément à nos croyances. Et la destruction massive pendant près de 2 siècles et demi a fait que près de 8 millions de personnes ont subi torture, bannissement, bûcher. Serge a raison. Tout près du jardin de l'alchimiste, Victor, un vieux berger, nous a raconté une histoire de sorcière guérisseuse. Et quand un chien était, par exemple, mordu par une vipère, comment est-ce que vous arriviez à les sauver? Eh bien, je vous dis, ce chien, il avait été piqué. C'était au mois de juillet, là, et on ramassait de la camomille avec un copain là, dans la matinée. Et à midi, quand on est allé pour redescendre au village, il y avait des mélèzes, des gros mélèzes, il était couché à l'ombre. Et je l'ai appelé, et puis le chien il m'a regardé. Là. Putain, mais pardi, après on est allé le trouver. Il commençait à être raide. Alors on a dit qu'il a été piqué par la vipère, parce que c'était des endroits caillouteux. Vous savez, des endroits caillouteux, et la vipère, elle se faufile bien. En arrivant au village, elle s'est couchée à l'ombre. Il était comme mort.
Et alors j'avais un vieux vélo et je savais qu'il y avait une bonne dame qui habitait à 3 kilomètres. Et je suis allé la trouver. Alors cette dame, elle m'a dit, de quelle couleur il est votre chien? J'ai dit, il est tout noir. Alors, elle a resté un moment, là, je ne sais pas, elle ne me parlait pas. Et après, en partant, elle m'a dit, en arrivant, vous vous cacherez un peu sur votre main, mais vous y passerez au museau. Mais elle m'avait dit ça, mais il y avait autre chose, parce que quand je suis arrivé, le chien était déjà droit et il me regardait. Et, Elle l'avait soigné à distance. il l'avait sauvé. Mais seulement, cette bonne femme, il m'avait dit, si vous avez un animal qui est piqué, il faut lui donner aucun soin, sans quoi je ne peux rien faire. Vous voyez? Maintenant, je ne sais pas si ça existe encore, parce que la bonne femme, elle est morte. Mais t'as vu, ils ont une jaquette sur le dos. Ouais, c'est pas une jaquette. En fait, ces bourdons-là, ils sont pratiquement noirs. Et ce que tu vois sur le dos, en fait, tu vois, ce sont des traces. C'est du pollen. Alors, ils sont gourmands, les bourdons. Ils viennent chercher le nectar dans le fond de la sauge. Hein, c'est une sauge sclarée. Et comme ils sont gourmands, ils enfoncent la tête tout à fait dans le fond de la fleur, profondément, dans une sorte de sac. Et dans le fond du sac, il y a un poussoir. Et quand ils poussent le poussoir, il y a une crosse. On la voit, cette crosse qui bascule, qui vient leur toucher le dos. Et au bout de la crosse, c'est des petits tampons. Et ces petits tampons sont recouverts de pollen. Alors du coup, ils repartent avec un petit chargement de pollen sur le dos. Et là, c'est une astuce de la fleur qui va permettre aux bourdons d'aller polliniser d'autres sauges sclarées. Elle est magique, la sauge sclarée? Une chose est certaine, c'est que les anciens étaient très impressionnés par la sauge sclarée, par ses transparences, par sa couleur, par son parfum lorsqu'il la caressait. Et ils se sont rendus compte qu'elle avait des pouvoirs, notamment celui de soigner les plaies. C'est un parfait désinfectant. Et en plus, elle permet de nettoyer les mains, le linge. On la fait bouillir avec le linge. Et là, on s'est rendu compte qu'en plus de tout cela, elle possédait une molécule qui permettait de fixer les parfums. Alors maintenant, on la cultive à très grande échelle. Jetez un œil là. Un mandragore. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, voilà une plante qu'aiment beaucoup les sorciers et les sorcières. Ils l'adorent, cette plante. Alors, elle a des pouvoirs extraordinaires. Mais ils sont terrifiants, ces pouvoirs. Pourquoi? Et partout où elle existe, cette plante, eh bien justement, les sorciers et les sorcières vont à leur recherche. Même dans le Haut-Atlas, au Maroc, j'en ai entendu parler de cette mandragore. Alors vous imaginez l'endroit, la montagne, des villages accrochés comme ça un peu partout, des couleurs très belles, hein, du rouge, du jaune, du blanc, de l'ocre, de la verdure aussi dans les rivières, et là-dedans des gens qui se baladent. Vous savez ce qu'on raconte dans ces villages du Haut-Atlas? Que la nuit, il ne faut jamais s'endormir près d'une mandragore. Parce que pendant la nuit, les feuilles qui sont posées sur le sol s'allongent. Et elles viennent vous caresser le visage. Alors là, évidemment, ça vous fait du bien. Elles vous caressent le visage. Et vous dormez paisiblement, mais le matin, quand vous vous réveillez, c'est terrible ce qui s'est passé. Elle vous a transformé le visage. Elle vous a mis ou une tête de renard, ou une tête de chacal, ou une tête d'aigle, ou une tête de sanglier. Alors vous imaginez, après, quand il faut aller au marché avec une tête pareille, c'est redoutable. Ben voilà, cette mandragore. Vous voyez, elle fait naître des histoires pareilles. Michel, est-ce qu'il y a des recettes? Des recettes à partir de plantes de sorcellerie, il en existe beaucoup. Et il y en a une fameuse. Et je l'ai découverte, cette recette, au musée de la sorcellerie. Ces recettes nous sont remontées à travers des vieux textes qui ont été retrouvés. Et il ne faut pas oublier que ces femmes, en principe, ne savaient pas écrire. Donc ce qu'elles se transmettaient, c'était uniquement par voie orale. Et donc ça venait de plusieurs millénaires de pratiques et d'usages et de connaissances de ces plantes toxiques, entre parenthèses, hallucinogènes, quelquefois tueuses, hein, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des recettes. Mais le principe d'une recette de sorcière, c'est au moins 3 ingrédients.
un produit qui permet de l'étaler, ça veut dire la graisse, que l'on peut voir à travers les dessins animés aussi, qui nous paraîtra complètement enfantin, mais qui est une réalité. Ensuite, un produit magique, qui peut être une plante hallucinogène, comme le datura, réduite en poudre très fine et mélangée avec cette graisse, mais ça ne va pas rentrer dans le corps comme ça facilement. Il faut rajouter un autre ingrédient, qui est celui d'une sorte de plante qu'on appellera la saponaire, si on peut, un savon qui va ouvrir les pores de la peau, qui va permettre l'accès au vaisseau sanguin de ces produits toxiques et qui vont arriver jusqu'au cerveau et puis nous faire rêver, halluciner, droguer complètement à travers ça. Ce sont quand même des recettes très dangereuses, il ne faut jamais l'oublier. Et ces recettes, bon, même si elles sont pratiquées, il faut vraiment avoir une très grande connaissance parce que les accidents sont très très courants. Regardez une plante qui intéresse les alchimistes bien plus que les sorciers et les sorcières, c'est l'alchimie. Alors pourquoi est-ce qu'elle intéresse l'alchimiste? Parce que le matin, vous voyez les petites perles de rosée qui restent accrochées au poil de la feuille? Eh bien, les alchimistes venaient tous les matins récolter cette rosée. Ils l'appelaient la rosée céleste. Ils s'en servaient pour aller vers la pierre philosophale. En réalité, ce qu'ils ne savaient pas, les alchimistes, c'est qu'il ne s'agissait pas de rosée, mais au contraire de la transpiration de la feuille. Il y a des petits trous sur le bord de la feuille, et le matin, elle transpire, elle perd de l'eau. Voilà, cette fameuse rosée céleste, c'est de la transpiration. Merci beaucoup. Merci. Dis Michel, pourquoi t'as demandé du basilic? Avec du basilic, vous allez voir, je vais faire des choses extraordinaires. C'est encore loin? C'est trop haut. On s'est bien rapproché, hein. Mais profitez de la nature. Ah ben voilà. C'est fatigant de marcher. On va s'asseoir là. Voilà le théâtre des opérations. Je vais vous faire un tour de magie avec le basilic que j'ai derrière l'oreille. Alors, je l'écrabouille un peu et je le glisse sous la pierre. Maintenant, on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je soulève la pierre. Oh, un scolopendre! C'est un scorpion, ton scolopendre. Ah, dis donc. Ah, tu fais un sacré naturaliste. Alors, regarde. Alors, ça vous étonne pas? Ben si. Ben oui, c'est étonnant. Depuis le Moyen-Âge, on raconte cette histoire. Mettez du basilic sous une pierre. Avant, vous le broyez un petit peu et vous verrez, il se transformera en scorpion. Vous voyez, c'est chose faite. Mais ça fait comment pour te piquer le venin? Ben, regarde. Tu vois, la forme naturelle de l'abdomen du scorpion est courbe. Tu vois? Et ce qui fait que si je le bloque sur le devant, eh bien, aussitôt, il va vouloir me repousser avec son abdomen, comme tu pourrais le faire avec ton bras. Sauf qu'à l'extrémité de l'abdomen, il y a quelque chose de pointu, ce dard. Vous voyez cet aiguillon, en fait. Et c'est avec cela qu'il injecte son venin sous la peau de celui qui l'enquiquine. Et Michel, est-ce que les scorpions noirs sont plus dangereux que les scorpions blancs? Pas du tout. C'est pas la couleur qui fait le danger. Il y a des scorpions blancs qui sont dangereux. Et les scorpions noirs sont impressionnants, surtout quand on les voit se déplacer comme ça dans le désert, parce qu'ils sont, pour nous, représentants du deuil, représentants du diable aussi, ils sont noirs. Mais il y a des cultures dans lesquelles c'est le blanc, la couleur du deuil. Tu vois, donc il faut vraiment pas se fier à la couleur. Michel, est-ce que les sorciers utilisaient des animaux pour leurs recettes magiques? Bien entendu, des scorpions, des crapauds aussi. Mais pour en savoir davantage, retour au musée de la sorcellerie. Il y a beaucoup d'animaux en sorcellerie, vous avez les chats, les chouettes, les chauves-souris, tout ça, mais il y en a un qui rentre particulièrement dans les recettes assez couramment, même dans les histoires de Sologne, du Berry et tout ça, c'est le crapaud. On le retrouve des fois coupé en 4 dans les pétrins des boulangers. Mais quand on regarde les recettes un peu plus anciennes et quand on a un peu de biologie avec ça, on se rend compte que le crapaud est un véritable poison.
un poison, mais aussi un hallucinogène extrêmement puissant. Et si ces femmes s'en servaient, c'est qu'elles avaient déjà repéré, à travers les animaux qui avaient avalé des crapauds, le comportement de ces animaux ou autres, et le fait simplement de les toucher, quelquefois provoquait des choses un petit peu extraordinaires, donc forcément magiques, des mondes un peu distorsionnés. Les lumières se mettent à jaillir, les gens qui sont à côté de vous deviennent très gros, très petits. Le LSD contenu dans la peau de ce crapaud provoque, enfin une sorte de LSD provoque ces effets hallucinogènes excessivement puissants et très très dangereux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une couleuvre de Montpellier. C'est un joli serpent, vous voyez. C'est un serpent africain. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il est parti d'Afrique un jour, comme ça, tout simplement parce que il y avait peu d'eau dans le détroit de Gibraltar, à une époque lointaine, et il est venu comme ça se balader en Europe. Hein. Mais je sais par exemple, vous voyez, que ce serpent, si je l'avais trouvé, imaginez, je me balade en Afrique, je tombe sur ce serpent au Maroc. Eh bien je sais qu'il n'est pas marocain. Parce que vous voyez derrière la tête, là, ici, il a cette grande tache noire. Et seules les couleuvres de Montpellier européennes, hein, donc du sud de la France, ont cette tache noire. Comme c'est un serpent africain, il a besoin de beaucoup de chaleur. Et comme ici, il fait quand même moins chaud qu'en Afrique, eh bien cette tache noire, c'est un véritable capteur solaire. Et ça lui permet d'élever la température de son corps. Elle peut être de différentes couleurs? En général, tu vois cette couleur-là, hein, vert olive, un peu brune quelquefois. Mais bon, c'est vraiment la couleur de base. Et ça, c'est un mâle. Comment tu le sais? Parce qu'il est grand, parce qu'il n'a pas de dessin sur le corps. Les femelles sont beaucoup plus petites. Eh bien, figurez-vous que c'est un serpent qu'on utilise en Afrique. Dans un petit village, au pied de l'Atlas, qu'on appelle Moulay Brahim, c'est un endroit où, de temps en temps, on vient rencontrer des guérisseurs, hein, pour se soigner, pour connaître l'avenir. Par exemple, il y a des magiciens, il y a des sorciers. Et sur les étals des guérisseurs, qu'est-ce qu'on trouve? Des tas d'animaux, ça va du porc-épic en passant par le chacal, qui ont été tués, séchés, on voit des lambeaux de peau, on voit des crânes, et on trouve aussi de la couleuvre de Montpellier. Ça sert à quoi? On pense que ce serpent, quand on fait brûler sa peau sèche avec d'autres produits, par exemple des plantes qui sentent très bon, on pense que la fumée, l'odeur de sa peau qui se consume, chasse le mauvais œil. Allez, monsieur Couleuvre. Hop. Et bonne chance. Michel, je crois que j'ai dû me tromper de chemin. Tu nous as même plantés au milieu des genêts. Vous savez que les genêts ont mauvaise réputation. Alors ça date de fort longtemps, il y a même une légende qui en parle. Au moment de la fuite en Égypte, la Vierge Marie qui tenait l'enfant Jésus dans ses bras fuyait devant les soldats d'Hérode. Et toutes les plantes ouvraient leurs rameaux devant elle pour la laisser passer et se refermaient derrière elle pour cacher sa piste. Du coup, les soldats ne pouvaient pas la trouver. Toutes les plantes sauf lui, le genêt. Il restait raide, dur. Il l'empêchait de passer. Alors on lui achetait un mauvais sort. On l'a condamné à rester pour l'éternité, dur et sec. Et c'est pour cela qu'il a longtemps servi à fabriquer des balais, y compris le balai des sorcières du Moyen-Âge. La sortie, je crois qu'elle est par là. On y va ? L'olivier, c'est l'arbre sacré, c'est l'arbre de la vie. J'ai une belle histoire à vous raconter. Alors c'était en Sicile, dans le sud de la Sicile. Et là-bas, il y avait un vieil homme, un très vieil homme, qui a perdu sa femme très jeune. Elle était très belle, mais c'est une maladie qui l'a emportée. Quand le soleil déclinait à l'horizon, le vieux venait s'asseoir sous un olivier, comme le faisaient son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Et l'olivier avait des siècles. Et ce soir-là, il était venu comme tous les autres jours pour penser à sa femme. Et il savait que c'était la dernière fois. Il savait qu'il allait mourir, que c'était le dernier soir. Alors, il n'était pas inquiet, il attendait ça sereinement, il était même plutôt tranquille. Et puis, d'un seul coup, les feuilles de l'olivier se sont mises à frissonner. Et pourtant, il n'y avait pas de vent. Le tronc de l'olivier lui-même s'est mis à trembler. Alors, il était étonné quand même.
s'est reculé, il a regardé le tronc de l'olivier, et qu'est-ce qu'il a vu? Que le tronc s'ouvrait. Et là, il a reconnu son parfum. Il a reconnu la main qui était tendue vers la sienne. C'était celle de sa femme. Elle venait le chercher. Alors ils sont partis tous les deux. On ne les a plus jamais revus, bien entendu. En voyageant dans le monde des histoires extraordinaires et des légendes, j'avais l'impression d'observer la nature de l'intérieur d'un tronc d'arbre. Moi, je vais raconter toutes ces histoires à mes copains et mes copines en classe. Eh bien, moi, je vais raconter à ma maman l'histoire du vieux monsieur et de l'olivier. Elle est jolie cette histoire. Oh oui.